cette semaine, l'un des conseillers du ministre s'est prononcé là-dessus et si tout va bien, donc nous pourrons la voir dans cette émission. Voilà les deux émissions, voilà les deux thématiques que nous vous proposons cet après-midi sur la radio Espace, toujours avec les mêmes chroniqueurs, monsieur Vali Konaté. Lui, il est enseignant, professeur des sciences, des lettres modernes. Des lettres modernes, effectivement. Monsieur Vali, bonsoir. Monsieur Mohamed Ali, bonsoir. Bienvenue dans l'émission. Merci infiniment. Deuxième invité, deuxième chroniqueur, donc monsieur Alpha Keïta, lui, il est professeur de chimie également. Ouais. Mais bonsoir. Bonsoir, monsieur Ali. Heureux de vous retrouver après une très bonne. Merci bien. Ça fait plaisir. Être et savoir, l'émission, si c'est maintenant que vous venez de nous rejoindre, vous pouvez évidemment nous envoyer, donc intervenir dans cette émission via SMS au 657 39 13 13. Donc, intervenez dans l'émission en nous envoyant un SMS au 657 39 13 13. On se retrouve juste après cette transition. Être et savoir sur Radio Espace Guinée, c'est le magazine dédié à l'éducation, du primaire à l'enseignement supérieur. Animer le débat et susciter la réflexion sur les politiques scolaires et universitaires, ainsi que sur les pédagogies et les pratiques éducatives d'aujourd'hui. C'est Être et savoir sur Espace. Être et savoir sur Espace. Première thématique, M. Vali, c'est vous qui avez suivi ce dossier pour nous. À Sigiri, au lycée Kankou Moussa Keïta de Sigiri, on a renvoyé 14 enseignants. Qu'est-ce qui s'est passé? Merci, monsieur Mohamed Ali, de me passer la parole. Effectivement, à Sigiri, au sein du lycée Kankou Moussa de Sigiri, lors d'une inspection conjointe de la DPE et de l'IRE, il a été constaté que plusieurs enseignants, c'est-à-dire 14 enseignants, n'étaient pas venus à l'heure. Ok. Et l'IRE... L'heure, c'est 8h, c'est avant 8h. L'heure, c'est 8h. On sait traditionnellement, c'est 7h45 pour la montée des fleurs. La montée des fleurs, effectivement. 8h00 pour le démarrage des cours. Donc ça veut dire que ces enseignants-là sont venus après 8h. Effectivement. Volonté de qualifier l'éducation nationale, oui, ou... politique de faire valoir, oui, là est la question. Mais okay, toujours est-il que l'inspecteur régional ayant constaté l'absence d'un certain nombre d'enseignants, oui, après l'heure dite de la montée des couleurs, oui, a cru bon de mettre ces enseignants, oui, à pied, okay, estimant pour sa part que ces enseignants ne répondaient pas. Ils ont été renvoyés pour la journée. Donc les enfants, les élèves n'ont pas été enseignés dans ces matières-là pour cette journée-là. Pour cette journée-là, effectivement. Voilà. Vous avez joint l'inspecteur Effectivement, j'ai joint l'inspecteur régional de Kankan, oui, par téléphone. Oui. Il m'a dit qu'il est en tournée de terrain et qu'il se trouvait présentement à Kouroussa. Okay. Et lorsque je l'ai interrogé sur cette mise à pied de ces enseignants, oui, il m'a révélé qu'il était arrivé avec monsieur le DPE, monsieur Issa Kouyaté. Ils étaient arrivés à l'école à 7h28. Okay. Et comme un bon administrateur, oui, il s'est renseigné sur la présence des enseignants qui devaient tenir les enfants pour la journée. Okay. Ayant constaté l'absence de ces enseignants à l'heure dite, il a estimé nécessaire que ces enseignants devaient être mis à pied de façon conservatoire. Et il m'a révélé que après la tournée qu'il est en train d'effectuer, oui, des sanctions disciplinaires seront prises contre ces enseignants qui ne répondent pas. Quand il finira sa tournée. Bon, la question c'est, est-ce qu'aujourd'hui les enseignants sont en situation de classe ou pas? Est-ce que depuis qu'ils ont été renvoyés, après ils ont été réacceptés par le proviseur du lycée ou pas? De toutes les façons, de ce côté-là, bon, on n'a pas beaucoup envie de répondre parce que moi-même j'ai essayé d'appeler à Sigiri pour avoir un peu plus d'informations là-dessus, mais sauf que les responsables, ils n'ont pas envie de prendre la parole dans nos émissions en direct. La question que j'ai envie de me poser, M. Alpha, c'est comme si c'était du déjà vu quelque part. Ça ne vous rappelle pas, ça vous rappelle pas le père dans les ministères? Oui, c'est effectivement, moi je pense bien que l'inspecteur régional de l'éducation de la ville de Kankan, oui, a bien fait de faire ce contrôle. Parce qu'aujourd'hui, franchement parlant, les enfants sont en train de souffrir dans les écoles. Il faudrait que les enseignants prennent réellement cette situation avec les deux mains. Parce que si réellement... Mais la question c'est, est-ce que c'est ça la solution? Oui, ça fait partie d'une des solutions. C'est une solution banale, hein? Oui. Ça fait partie de l'une des solutions. Parce qu'un enseignant qui ne vient pas à l'heure, mettez en tête que le programme ne sera pas dispensé convenablement parce que
nous évaluons un programme. Donc, en évaluant le programme, il faudrait que l'enseignant tienne compte réellement du temps alloué par rapport au cours dispensé. Mais si l'enseignant, par exemple, a cours à 8 heures et que cet enseignant vient, par exemple, à 8h30, comptabiliser réellement 30 minutes de retard durant une semaine, si cet enseignant-là, mathématiquement, si cet enseignant-là a 18 heures de la semaine, vous ferez que les 30 minutes vont faire quelque chose. Et si vous prenez tout le mois, c'est trop. Donc, moi je pense. C'est un phénomène, on sait que ça existe. Mais voilà, ça existe. Je pense bien que cette solution, moi je vais l'appeler une solution banale, mais je trouve que elle est vraiment nécessaire. Moi je trouve que ce n'est pas une solution adéquate. Parce que remarquez, c'est l'inspecteur qui quitte Cancan, qui vient à Siguiri spontanément, il n'avait pas personne. Mais c'est son travail, c'est son travail. Oui, je sais. Il a une travail. Monsieur Mohamed Ali, on aurait compris que l'inspecteur ne fasse pas, on aurait compris que l'inspecteur ne sanctionne, on n'aurait pas compris que l'inspecteur ne sanctionne pas. Pour moi, l'inspecteur, son rôle, c'est de veiller à la bonne marche des établissements scolaires sous sa direction. En tant que premier responsable de l'éducation dans la région de Cancan, il est de son devoir d'aller vérifier l'effectivité des cours dans les différents établissements sous sa juridiction. Alors, si l'inspecteur lui-même s'est transporté sur les lieux, c'est que quelque part, c'est un comportement qui lui a été signalé. Et que ce n'est pas une première fois que ces enseignants viennent en retard. Peut-être que c'est une habitude. 14 enseignants en même temps, je pense que c'est une habitude dans cette école-là. Dans cet établissement. Dans ce cas, les responsables de cette école doivent être également sanctionnés. Effectivement, je pense que la responsabilité d'ailleurs ne doit pas incomber qu'aux enseignants, mais aux responsables de l'établissement qui ont accepté que cette situation est perdue. 14 enseignants, c'est quasiment, on m'a dit qu'il n'y avait pratiquement pas d'enseignants, que c'était le proviseur et le conseiller à l'orientation qui se trouvaient à l'école. Maintenant, imaginez dans une école où il n'y a pas assez d'enseignants. On renvoie pour la journée, ne serait-ce que pour la journée, l'essentiel des enseignants de ce lycée-là. Qu'est-ce qui va en rester? Est-ce que quelque part on ne cause pas préjudice en voulant réparer un comportement qui n'a pas commencé aujourd'hui? Est-ce qu'on ne cause pas un tort, préjudice aux élèves? Ne serait-ce que pour la journée. Effectivement, on peut lire le programme sous cet angle. Parce que les enfants qui ont perdu peut-être 30 minutes perdent en plus toute la journée. Plus 6 heures. Donc, au lieu d'une sanction disciplinaire de mise à pied immédiate le même jour, on aurait pu soit avertir ou prendre des sanctions a posteriori. Mais ne pas mettre à pied ces enseignants le même jour. Parce que non seulement les enfants perdent les premières 30 minutes de retard que les professeurs ont accusés, mais en plus ils perdent la journée. Et j'espère que les responsables prendront toutes les dispositions idoines afin que la journée perdue soit rattrapée pour que nos enfants ne se retrouvent pas en retard. Et si à la fin c'était juste qu'un exercice de m'as-tu vu? Parce que j'étais en train de rappeler, on a vu le président de la République dans les ministères. Le matin, il débarque dans les ministères direct, ceux qui ne sont pas là sont sanctionnés. On a vu, il a transporté des télés à partir des ministères, il est parti avec. Si c'est cela que l'inspecteur a vu à Cancan, et puis il a envie lui aussi de montrer qu'il doit sanctionner ou qu'il peut sanctionner, ou il a envie de se distinguer par cette manière-là de ses collègues, je pense que ce n'est pas nécessaire. Hein? Bon, je pense bien que M. Melali est sur ce point, c'est-à-dire quand on a une responsabilité de cette carrure inspecteur régional de l'éducation, je pense que tu as le plein droit de venir veiller réellement sur les activités pédagogiques au sein des établissements. Moi, je ne pense pas que ça ne soit que cela. Que ce soit dans la ville de Conakry que dans d'autres régions, les inspections sont vraiment récurrentes dans les établissements. À moins que peut-être nous transformons réellement entre guillemets ces inspections en autre chose. Mais si ce n'est pas ça, c'est le rôle d'un inspecteur réel de l'éducation de venir dans les établissements, de veiller réellement au strict des réalités. Est-ce que les cours sont effectivement dispensés? Est-ce que les professeurs respectent réellement les contenus des programmes? Et pour répondre à M. Mohamed Ali d'ailleurs, m'as-tu vu ou pas l'initiative de M. Issa Kouyaté et M. Famoro Keïta, l'IRE, et de M. Issa Kouyaté, le DPE, moi je pense que m'as-tu vu ou pas, c'est une bonne initiative. Je pense que ces deux responsables doivent servir d'étalon, doivent servir d'exemple
aux autres administrateurs dans les autres localités. Si tous les administrateurs scolaires... c'est exagéré. Non, si tous les administrateurs scolaires faisaient comme ces 2 cadres avaient fait, moi je pense qu'on aurait résorbé, sinon on aurait mis fin à certains comportements dans nos établissements scolaires publics. En même temps, ça ne se passe pas. Moi, je pense qu'il faut saluer... C'est reculant, c'est pas pourquoi quelqu'un. Voilà. On ne va pas faire de procès d'intention, Mathieu ou pas, mais moi, je pense qu'il faut saluer l'initiative et que d'autres chefs d'établissement fassent autant. Chacun peut avoir son point de vue là-dessus. Moi, jusqu'à preuve contraire, je trouve que c'est exagéré. Renvoyer 14 enseignants la même journée dans un lycée où... Monsieur Mohamed Ali, ce n'est pas un renvoi, c'est une mise à pied. C'est une mise à pied. Oui, mais en tout cas, c'est une mise à pied à titre conservatoire. Ne serait-ce que pour la journée, on les a renvoyés. Oui, mais les élèves n'ont pas fait cours. Pour moi, on a porté préjudice à ces enfants. On a voulu faire bien les choses et maintenant, finalement, on fait mal les choses. Ça, c'est mon point de vue. Je pense bien que l'inspecteur qui est tombé là-dessus. L'inspecteur qui est arrivé dans le lycée, puisque je pense que c'est le plus grand lycée public de Sigiri, l'inspecteur qui est tombé sur une situation pareille devrait d'abord, je pense, discuter avec les responsables de l'école et comprendre ce qui se passe réellement. Est-ce que c'est fréquent ou est-ce que c'est une situation particulière qui a fait que 14 enseignants sont devenus en retard? Et je pense que les sanctions devraient venir au fur et à mesure. Dire aux enseignants, vous savez que vous êtes venus en retard, il va y avoir des sanctions disciplinaires, qu'il explique cela à son DPE, qui expliquera au proviseur, il va y avoir des sanctions. Mais pour aujourd'hui, partez en classe, enseignez les enfants. On prend leurs notes et après les sanctions viendront. Moi, je pense que ça, c'est plus adapté à la situation. Pédagogique, c'est plus adapté à la situation que de dire retournez-vous pour que tout le monde en parle. Oui, la preuve aujourd'hui, nous sommes en train d'en parler dans cette émission. Effectivement. Parce que le titre même est accrochant. Wow, à Sigiri, ils ont renvoyé 14 enseignants. Vous envoyez 14 enseignants dans une préfecture, alors qu'il y a des préfectures qui n'ont même pas 14 enseignants au total. Je pense que c'est exagéré. Donc, mon point de vue, c'est que l'inspecteur veut montrer qu'il peut faire comme le président de la République. Mais je pense qu'on est d'accord sur une chose au moins. Des sanctions devaient tomber. De quelle manière, dans quelles circonstances? Une chose est sûre, je pense que nous sommes tous enseignants, nous sommes tous responsables ici, et nous estimons que lorsque ce genre de comportement se passe dans nos écoles, il faut que des mesures soient prises. Peut-être qu'on peut discuter de l'opportunité de la mesure, le jour, mais je pense que quelque chose devait être fait. Très bien. Bon, on est d'accord. Mieux que ça, moi j'ai quelque chose peut-être que je vais relayer. Si vous voyez que l'inspecteur est allé jusqu'à ce point, certainement il y a eu beaucoup d'avertissements. Parce que je ne pense pas qu'il va y faire aller jusqu'à ce point. D'accord. C'est que vous allez comprendre que certainement, je ne suis pas dans les secrets de la ville de Cancan, mais ce qui est sûr et net, vous allez constater que ces professeurs-là ont été des professeurs récidivistes. Parce que c'est-à-dire en tant qu'inspecteur régional, je sais qu'il a une pédagogie en lui et qui va mettre à pied pour essayer de gérer ce problème. Je pense que surtout rattraper la journée perdue. Le DPE, il avait promis il avait dit qu'il pourrait intervenir peut-être demain. Pourquoi pas peut-être demain si on a encore le temps d'ouvrir une brèche. On va l'appeler et on va avoir plus d'explications sur cette situation. Être et savoir, on se retrouve juste après cette transition. Sur Radio Espace Guinée, les problématiques culturelles et sociales qui traversent l'école continueront d'être au centre de nos préoccupations sans jamais perdre de vue les questions fondamentales de la réussite, de l'échec et du devenir des élèves et des étudiants. Parce que l'éducation n'est pas qu'une affaire scolaire, Mohamed Ali Condé élargit le champ de son émission pour s'intéresser à la transmission sous toutes ses formes, à l'école jusqu'à l'université, mais aussi en famille, seul face aux écrans, comme dans les lieux culturels et les espaces professionnels. Radio Espace. Être et savoir. Être et savoir. 15h passées de 17 minutes, Être et savoir, l'émission continue, cette fois-ci avec un nouveau sujet. Le sujet n'est vraiment pas nouveau, monsieur Alpha, le manque d'enseignants dans les établissements scolaires. On avait discuté de ça ici, mais on ouvre la brèche parce que il y a le conseiller du ministre qui quand même le conseiller juridique effectivement du ministre M. Kaba qui a quand même fait une déclaration. Si tout va bien, nous allons la voir dans cette émission. En attendant, ce n'est pas un sujet nouveau, le manque d'enseignants aujourd'hui. C'est pas un sujet nouveau. Le ministre s'est prononcé là-dessus. Oui, s'est prononcé là-dessus. Je pense qu'eux-mêmes, ils sont conscients de la situation que nous vivons actuellement. Ils sont tous conscients qu'il y a un manque criard d'enseignants dans les établissements d'enseignement scolaire de ce pays. Et je pense bien que cette reconnaissance déjà montre que réellement il y a une volonté qui s'y trouve. Et si réellement, si cette reconnaissance doit être accompagnée réellement
par une situation beaucoup plus concrète, moi je pense que ça serait mieux. Ça serait, vous pensez qu'il est fait d'en discuter? Parce qu'on a entendu le ministre, il en a parlé. Les différents responsables de la communication du ministère en ont parlé. Si maintenant c'est le conseiller qui en parle, est-ce que ça veut dire que le sujet, on en discute au sein du MENA? Oui, mais le malaise, il est grand. Le malaise au sein du MENA, il est très grand. J'ai discuté avec un cadre qui a préféré garder l'anonymat, mais il m'a dit que le malaise au sein du MENA est assez grand. Il me dit que le MENA est quelque part le parent pauvre des départements en République de Guinée. Parent pauvre, pourquoi? Parce que le MENA est amené à gérer des enseignants qu'il ne recrute pas. Le MENA fait des propositions et c'est le ministère de la fonction publique qui met à disposition les fonctionnaires de l'enseignement, de l'éducation. Il me dit donc que le MENA n'a aucune prise sur les cadres qui lui sont envoyés et qui très souvent, ça pose problème. Il me dit donc que nous jetons souvent à tort la pierre au MENA, comme quoi le MENA gérerait mal les effectifs qui lui sont alloués. Mais il me dit qu'en réalité, ce n'est pas le MENA. Et le conseiller juridique, je crois... L'un des plus gros effectifs se trouve quand même des différents départements ministériels. L'un des plus gros effectifs se trouve quand même au ministère de l'enseignement et de l'éducation nationale. Au ministère de l'éducation nationale quand même. Donc on se dit s'il y a une gestion rationnelle. Non, moi je pense que c'est une question de gestion. Parce que sur ce point, je suis très d'accord que le ministère de la fonction publique met à la disposition de l'éducation des enseignants. Mais la gestion ne revient pas au ministère de la fonction publique. Ça revient réellement monsieur le ministre d'ailleurs en parlait, professeur Bano. Il en parlait tantôt quand il disait que le MENA ne sera plus, le ministère de l'Éducation nationale ne sera plus le salon de la fonction publique où les cadres qui venaient pouvaient aller dans la douche, dans la chambre et ressortir. Le MENA était quand même, il faut reconnaître, le MENA était quand même la porte d'entrée. Oui, mais moi je pense que ça c'est une manque de gestion. Monsieur Bano a attiré l'attention dessus et il a même proposé un temps des solutions que j'avais d'ailleurs déroulées ici. Monsieur Bano avait dit qu'il fallait recruter sur appel d'offres. C'est-à-dire... Un choix qu'on avait critiqué. Voilà. Non, mais moi je n'avais pas critiqué le choix. Moi j'avais trouvé que le choix était opportun. Il a dit qu'on devait on devait recruter sur appel d'offres. Je prends un exemple. La ville de Mamou a besoin de 2 enseignants de français et d'1 enseignant de chimie. Alors la ville de Mamou va rédiger le TDR et demander qu'on appelle ça l'envoi d'un enseignant de 2 enseignants de français ou de philosophie. Les professeurs candidats au poste vont aller à Mamou, se faire recruter à Mamou et servir à Mamou. Ce qui pour lui faciliterait ces problèmes de divagation entre les différents départements. C'est une solution qu'il avait proposée. Sauf que nous pensons déjà qu'il y a assez d'enseignants mais qui sont mal répartis. Ils sont mal répartis. Le ratio n'est pas respecté. D'où la question de la digitalisation. Mais mieux que cette digitalisation, je suis très d'accord. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'enseignants qui ont quitté au niveau de l'éducation nationale, qu'on retrouve au niveau de l'enseignement supérieur. C'est-à-dire, on ne sait pas par quel mois ils sont venus à l'enseignement supérieur. Dis plutôt qu'ils se retrouvent partout à la fonction publique. Ils sont au ministère de l'économie. Mais c'est que d'ailleurs, parce que le manque criard d'enseignants est beaucoup plus remarqué au niveau de l'éducation nationale. Il y a beaucoup d'enseignants qui ont quitté dans les salles de classe au niveau de l'éducation nationale. On les retrouve au niveau de l'enseignement supérieur. Mais la grosse bizarrerie, c'est qu'il semble avoir une sorte de cloisonnement entre les différents ministères qui ne communiquent pas. Chaque ministère agit de façon isolée. Parce qu'on se rend compte que le MENA n'a vraiment pas une même mise sur son personnel. Chaque fois, on retrouve le personnel du MENA ailleurs. Est-ce que ça, c'est pas dû justement à la fragilité? À la fragilité du MENA. Parce qu'il n'y a pas de sérieux au MENA. Raison pour laquelle on a parlé de parents pauvres. Oui, mais sur ce point-là, moi je suis pas. C'est-à-dire, c'est des éléments auxquels il faut tous s'attendre. C'est-à-dire, quand vous prenez une école X donnée, c'est-à-dire l'école sait pertinemment, voilà le nombre d'enseignants que j'ai. Ce nombre d'enseignants, s'il y a un manque de 2 ou 3 enseignants, ça revient réellement au premier responsable de cette école de faire la remontée de la situation. Mais il se trouve souvent que les responsables d'école sont en complicité avec ces enseignants. Aujourd'hui, je vais vous dire quelque chose, c'est alarmant. Beaucoup d'enseignants aujourd'hui vivent dans ces établissements
ils abandonnent les cours. C'est les jeunes étudiants qui viennent enseigner dans les écoles. Je trouve que c'est pas normal. Si vous êtes payé à la fin du mois, vous devez dispenser le cours dans une école X donnée, et vous devez le faire. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup d'enseignants qui abandonnent les cours. Aujourd'hui, nous avons ce problème dans les établissements. C'est pas seulement dans la ville de Conakry, même à l'intérieur du pays. Les établissements publics notamment. Il y a des enseignants qui envoient d'autres personnes pour aller enseigner à leur place. Vous trouverez qu'ils sont là à vaquer à autre activité qui n'est pas liée à l'enseignement. Et généralement, c'est des situations qui se présentent dans les écoles. Et d'ailleurs, c'est qui fausse parfois les statistiques. Parce que chaque fois le MENA fait des recensements, on demande la présence physique. Et très souvent, certains se plaignent de ne pas se retrouver sur la liste des effectifs du MENA. Il y a de la complicité, donc du MENA jusqu'à la fonction publique. Il y a une certaine complicité. Il y a une complicité qu'il faut retrouver aujourd'hui. Est-ce que la déclaration du ministre à dire « moi je gère ce qui se passe en classe, je ne gère pas les finances » n'est pas aussi... non, mais il gère les finances. Il gère les finances. En même temps, ce qu'on va faire, on a le conseiller juridique du ministre en ligne. Il s'agit bien sûr de M. Mohamed Sanoussi Kaba. Il est le conseiller juridique du ministre. Il est en direct. Monsieur Kaba, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Merci d'accepter notre invitation et bienvenue dans l'émission Être et Savoir. Alors, comme on le discutait entre nous ici, nous parlons du manque de personnel enseignant dans les différents établissements scolaires du pays. Oui. Première question, est-ce que vous pouvez nous parler du constat que vous avez fait au niveau du MENA? Bon, le personnel enseignant, comme je l'ai dit tantôt, il s'agit d'une question qui est très très délicate. Oui. Le recrutement se fait par le ministère de la fonction publique. Le recrutement, parfois, il n'obéit pas forcément aux besoins qui sont exprimés par le ministère de l'Éducation nationale. D'accord. C'est-à-dire en termes qualitatifs et en termes quantitatifs. Il y a l'autre question aussi, c'est la gestion donc au poste. La gestion au poste, c'est-à-dire que le ministère de l'Éducation est comme d'autres ministères, un ministère utilisateur des ressources. D'accord. On recrute des gens, on met à votre disposition et c'est donc à vous donc de notre ministère de pouvoir les ventiler donc dans les différents établissements. Alors, maintenant, quand on affecte les enseignants dans les différents établissements, l'une des questions qui va se poser, c'est d'abord d'avoir la qualité, c'est-à-dire vraiment des enseignants de qualité pour pouvoir donner satisfaction dans les processus d'enseignement-apprentissage. Ça, c'est une question qu'il faut régler, puisque ce n'est pas forcément des gens qui sont sortis des institutions de formation des formateurs, notamment l'ICED et l'ENI. Donc ça, c'est une première question à gérer. L'autre question, c'est aussi vraiment la fidélisation au poste. Dès lors que vous avez affecté un enseignant dans un établissement scolaire, souvent, ce qui se passe, c'est que ces gens, ces fonctionnaires qui sont nouvellement affectés, ils prennent parfois fonction et après ils disparaissent. Ils font virer les salaires dans les banques et après ils disparaissent. Donc ça devient vraiment très compliqué pour les chefs d'établissement et pour les administrateurs scolaires de pouvoir gérer ces enseignants-là. Même si vous voulez vraiment les suspendre, vous voulez suspendre un enseignant qui a été affecté à votre établissement ou bien dans votre localité, vous ne pouvez pas parce que vous ne savez pas comment son salaire est payé. Effectivement. S'il est au virement, son salaire vient à la banque, vous n'avez aucun moyen d'empêcher vraiment qu'il prenne son salaire. D'accord. Aujourd'hui, vous comprenez. Oui. Avant d'aller plus loin, monsieur le conseiller, est-ce qu'aujourd'hui on peut avoir des chiffres? Au total, il y a combien d'enseignants qui manquent dans les différents établissements scolaires? Combien de manques à gagner? Bon, là, je ne pourrais pas le dire avec précision dans la mesure où vraiment il y a des statistiques qui sont un peu disparates. Oui. Il y a des statistiques qui sont disparates. Même si on vous donne un chiffre aujourd'hui, du jour au lendemain, le chiffre peut varier. D'accord. Il y a des cas, par exemple, de départ à la retraite qui sont connus. Ça, c'est chaque fin d'année, on peut facilement récapituler. Mais pour les cas de décès, par exemple, ça, c'est un peu difficile. Quelqu'un peut mourir du jour au lendemain, donc ça force les statistiques. D'accord. Il y a l'autre fait qui préoccupe aussi, c'est que presque dans chaque préfecture, lorsque vous interrogez les responsables de l'éducation au niveau de ces préfectures-là, ils vous répondent souvent, nous sommes en manque de 400, 500, 300 enseignants par préfecture. Ce qui veut dire qu'il y a des milliers d'enseignants qui manquent aujourd'hui dans les écoles guinéennes. C'est comme si on n'en avait pas assez. Et il y a un autre problème, c'est surtout les enseignants des matières exactes, si on peut dire ça comme ça. Les profs de biologie pour les lycéens, je suis en train de dire, biologie, ceux qui ont des spécialistes
enfin, ceux qui ont leur spécialité. Voilà, en sciences de la nature, merci de répéter le mot. Ça manque aujourd'hui. Il n'y a pas de prof de maths, il n'y a pas de prof de physique, par exemple, à Koubia et dans ces endroits-là. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est prévu pour essayer de venir en aide à ces élèves qui sont à l'intérieur du pays, notamment? Bien, d'abord, je vais commencer par ce que vous avez fait comme remarque. Effectivement, la grande question, c'est le problème de recrutement. Oui. Et les institutions qui forment les formateurs, c'est-à-dire les institutions de formation des enseignants, il y en a très peu en Guinée. Okay. Il y en a très peu, c'est le cas par exemple de l'ISEG. Okay. Il y a l'ISEG qui est à Lambani, qui forme très peu d'enseignants qui sortent. Est-ce que vous voyez? Et généralement, les sortants de l'ISEG sont formés sur des questions de pédagogie, mais en même temps, il y a peut-être des problèmes académiques qui se posent aussi peut-être à leur niveau, parce que le niveau d'entrée à l'ISEG, c'est après le bac. Dans d'autres pays, par exemple, on va à l'université, on est spécialisé dans son domaine, on a une licence ou bien une maîtrise ou bien un master peut-être dans un domaine bien précis, on fait le concours pour entrer à l'école supérieure, donc l'école normale supérieure, pour apprendre la pédagogie. Ce qui n'est pas le cas en Guinée ici. Donc, ça fait que vraiment, le nombre de personnes qui sortent de l'ISEG, le profil d'entrée, le profil de sortie et le nombre d'enseignants qui sortent, c'est très peu par rapport aux besoins qu'on a. Okay. Mais en même temps, on est obligé donc de prendre parfois vraiment des gens qui ont fait d'autres matières, telles que par exemple mathématiques appliquées, physique, chimie à l'université, qui n'étaient pas forcément prévus pour être des enseignants. Donc, quand il y a appel à candidature, recrutement à la fonction publique, donc ceux-là vont postuler. Ils ont le bagage intellectuel nécessaire parfois qui ne pose pas problème à leur niveau, le bagage académique qui est nécessaire, mais en même temps, ils n'ont pas la pédagogie parfois. Donc, ça fait que vraiment, l'un dans l'autre, on se retrouve avec des enseignants qui... voilà. Maintenant, pour la question de savoir comment on va régler ce problème. Aujourd'hui, je peux vous dire qu'il y a un arrêté conjoint qui a été signé depuis bientôt 2 ans, qui a prévu que le recrutement se fasse au poste. C'est-à-dire que si on prend la région administrative de Kindia, les différentes préfectures de Kindia vont dire quels sont les besoins en fonction du nombre d'écoles qu'elles ont, donc dans chaque préfecture. Elles vont remonter donc ces informations-là au niveau de l'inspection régionale de l'éducation donc de Kindia. Et le tout sera centralisé donc région par région au niveau central, au niveau du MENA ici. Et le MENA maintenant va transmettre cela. C'est ce qui nous a permis donc d'estimer autour de 15 000 enseignants, que ce soit du primaire ou du secondaire, pour les besoins actuels. 15 000 Alors donc enseignants. Ce qui fait que 15 000. Wow. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le recrutement va se faire en fonction donc des localités, des besoins locaux. Donc chaque localité doit dire quel enseignant il a besoin et après on lance un appel d'offres, c'est ça? On lance un appel d'offres et l'appel d'offres, quand il va être lancé, le concours va se faire de façon locale. D'accord. Donc celui qui veut travailler à Mamoun doit aller jusqu'à Mamoun pour... Il va aller à Mamoun, c'est là-bas qu'il va déposer sa candidature et c'est là-bas qu'il va être évalué. S'il est retenu, c'est là-bas qu'il va pouvoir enseigner. Ça c'est pour un peu régler la question un peu... si vous voulez vraiment de la fuite des enseignants, donc, parce que quand les enseignants sont recrutés... Monsieur Kaba, s'il vous plaît, voilà, j'aimerais vous demander, l'ISEG dont nous parlions tantôt est un vivier. C'est vrai que vous avez fait remarquer que le niveau d'entrée à l'ISEG n'était pas toujours le bon, ce qui faisait que c'était risqué de recruter systématiquement tous les étudiants sortant de l'ISEG. Mais est-ce que déjà, le département ne peut pas envisager d'organiser un concours au niveau des étudiants sortants de l'ISEG pour déjà récupérer les étudiants sortants qui sont capables d'évoluer de façon adéquate dans les salles de classe. Ça, c'est un premier élément. Et le deuxième élément, ce sont les enseignants communautaires. On a vu que beaucoup d'enseignants qui étaient recrutés à la fonction publique se retrouvaient après dans d'autres départements, donc fuyaient l'enseignement parce qu'ils n'aimaient pas l'enseignement et ce n'était pas une vocation. Est-ce que ces enseignants communautaires qui évoluent déjà dans les salles de classe, est-ce qu'on ne peut pas également organiser un concours au niveau de ces enseignants communautaires et en recruter une autre partie? Et que maintenant la troisième partie soit réservée aux autres personnes qui veulent enseigner. Est-ce que ce n'est pas quelque chose qu'il faut envisager? Bon, d'abord, je tiens à rectifier une chose. Je ne dis pas que en fait, les sortants de l'ISEG n'ont pas forcément le bagage nécessaire.
Mais en fait, je veux dire que le profil d'entrée, c'est le niveau bac. Est-ce que vous voyez? Donc, niveau bac, quand il va, c'est en fait le prérequis du lycée qu'il va avoir quand il rentre à l'ISEG. Et à l'ISEG, c'est beaucoup plus sur les aspects pédagogiques qu'il sera formé. Par contre, quelqu'un qui a fait, par exemple, l'université, qui a fait maths physique ou bien qui a fait mathématiques appliquées, par exemple, à l'université, il sort avec une licence en mathématiques. Donc là, c'est le niveau supérieur. Effectivement, oui. Maintenant, en plus de ça, s'il fait les 2 ans ou 3 ans à l'ISEG pour apprendre la pédagogie, je crois que vraiment, il sera beaucoup plus efficace que celui qui est rentré à l'ISEG avec le niveau bac. C'est dans ce sens-là que j'ai dit qu'on peut vraiment compléter leur formation. Alors donc, deuxième question, ce qui concerne... comment on appelle ça, le cas des contractuels, des enseignants contractuels communautaires. Je crois que ce n'est pas une mauvaise chose que de vouloir les maintenir, c'est-à-dire les maintenir plus dans le lien contractuel, mais dans un lien statutaire, c'est-à-dire faire d'eux des fonctionnaires à part entière. Effectivement. Mais là encore, toujours, la question qui va rester, c'est est-ce que les gens accepteront de rester, parce que beaucoup sont rentrés à l'éducation, donc à la fonction publique par le canal de l'éducation. Mais en réalité, ce n'était pas forcément leur vocation. Ou bien certains ont eu peut-être cela comme vocation apparente, mais dans la réalité, dès qu'ils sont titularisés, ils sont tentés donc de quitter et de partir ailleurs. Et là, c'est un peu la raison pour laquelle aujourd'hui, là, on insiste à ce que vraiment le recrutement se fasse au poste. Et en même temps, on privilégie les gens qui sont sortis des institutions de formation des formateurs, dont notamment l'ISEG et l'ENI, c'est ceux-là qui sont vraiment entre griffes privilégiés dans le concours peut-être qui va être organisé. Maintenant, d'autres aussi qui voudront vraiment postuler vont pouvoir postuler parce que de toutes les façons, on a d'une part la catégorie de ceux qui ont choisi l'enseignement, même si ce n'est pas leur choix personnel, mais au moins quand même qui ont le métier d'enseignant, qu'ils ont commencé à apprendre. Et puis il y a d'autres qui n'ont pas choisi le métier d'enseignant qui vont se retrouver peut-être incidemment dans cette catégorie socio-professionnelle. D'accord. Monsieur Kaba, je vous remercie vraiment de cette brillante intervention. Bon, je voudrais qu'on revienne un peu sur le cas de l'ISEG parce que ce que je relais un peu dans votre intervention, je pense bien que le ministère de l'Éducation doit beaucoup revoir le cas de l'ISEG. Parce que tout ce que je sais de l'ISEG, du point de vue académique, c'est-à-dire les enfants sont orientés dans les options maths physique, dans les options physique chimie, biologie, géologie, langue française. Je pense que les 4 années que les enfants, les étudiants font à l'ISEG, ils le font notamment dans le cadre de renforcement des cours liés par rapport à ces options. Ce n'est pas seulement dans le cadre pédagogique. Donc, moi, je voudrais que vraiment l'orientation des étudiants à l'ISEG soit revue. Parce que avant, le problème que nous constatons à l'ISEG, c'est que la plupart des étudiants qui sont orientés à l'ISEG, il y a de cela les 10 dernières années, nous avons constaté que les étudiants qui sont orientés à l'ISEG n'ont pas le niveau. C'est-à-dire quand vous regardez les moyennes obtenues au baccalauréat, vous trouverez que c'est les enfants qui ont la mention passable. Les étudiants, on est d'accord. Donc, moi je pense bien que pour que nous puissions avoir réellement des enseignants dignes de nom, moi je pense qu'il faut orienter les bons étudiants au sein de l'ISEG. La question c'est est-ce qu'il faut être plus exigeant par rapport aux orientations à l'ISEG, parce que nous, je pense d'ailleurs qu'il faut même reformer le mode de recrutement des étudiants de l'ISEG. Donc, je pense bien que c'est... Voilà, je voudrais que vous... un peu en partie. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit. Je ne vais pas vous couper la parole. Dans d'autres pays, comme je l'ai dit, le cas de la Côte d'Ivoire et d'autres pays du voisinage, on fait d'abord un diplôme universitaire. Ensuite, on fait le concours pour entrer à l'ENS, à l'école normale supérieure. Et on fait maintenant la formation pédagogique là-bas. Et on ressort. Donc là, en ce moment, on est outillé à 100%. Mais encore une fois, l'orientation à l'ISEG ne dépend pas totalement de nous, parce qu'il faut le dire, c'est le ministère de l'enseignement supérieur. Nous avons les élèves jusqu'à ce qu'ils aient le bac. Dès lors qu'ils ont le baccalauréat, ils sont admis au bac. Alors, automatiquement, il y a le ministère de l'enseignement supérieur qui prend le relais. L'ISEG, il vous souviendra, l'ISEG relève du ministère de l'enseignement supérieur. Donc, le ministère de l'enseignement supérieur prend le relais et il y a la plateforme d'orientation Goupol
Je crois qu'on peut peut-être porter la discussion à ce niveau-là pour que peut-être désormais le ministère de l'Enseignement supérieur, dans le processus d'orientation privilégier les meilleurs, par exemple, vraiment au niveau du lycée, en revalorisant bien sûr peut-être les primes. Effectivement. Il faut encourager la vocation enseignante. Voilà, donc je crois que comme ça peut-être ça va attirer les gens. Sinon, si on prend vraiment les gens qui ont vraiment une faible moyenne et qu'on les envoie là-bas, ils vont là-bas, ils restent là-bas en dépit. C'est par dépit qu'ils vont là-bas, donc ça ne ferait pas la qualité qu'on va avoir. Monsieur Kaba, je vais brutalement vous poser cette question de cette manière. Est-ce que le MENA est le ministère faible parmi les autres ministères? Parce qu'en réalité, on a l'impression que le ministère de la fonction publique et le ministère des finances, de l'économie et des finances, le ministère du budget, ont tous participent à la gestion. Exercent une certaine hégémonie sur le MENA, on l'a dit. C'est le parent pauvre d'ailleurs. Mais ce sont ces ministères-là qui, en vérité, déterminent ce que doit devenir un enseignant ou pas, quand il s'agit de son salaire, de son finance ou de son orientation. Est-ce qu'on peut dire ça comme ça, le MENA est le ministère faible? Le maillon faible de la chaîne. Maillon faible, je suis d'accord que ça soit vraiment considéré comme le maillon faible. Pourquoi? Parce que c'est vraiment d'autres ministères qui nous gèrent, s'il faut le dire comme ça. Si on met les considérations financières et autres là vraiment au-dessus de l'avenir de la nation, je crois que vraiment ça pose un sérieux problème. Est-ce qu'il y a une discussion au MENA sur cela pour rendre le ministère un peu plus indépendant? Qu'est-ce qu'il faut? Bon, il y a beaucoup de choses qu'il faut faire dont les réformes ont déjà commencé. C'est d'abord de savoir concrètement ce qu'on gère au niveau donc du ministère de l'Éducation nationale. Parce que mieux gérer, c'est d'abord comprendre ce qu'on gère. Alors donc, il faut avoir des statistiques fiables et puis il faut savoir exactement ce qu'on gère. Et en fonction de ça, on peut apporter l'amélioration. Je crois que ce travail-là a déjà commencé. On est en train de chercher à fiabiliser au fur et à mesure les statistiques, les données statistiques, notamment sur le nombre d'écoles, le nombre d'enseignants, le nombre d'élèves, la répartition géographique donc des écoles et des enseignants. On est en train de revoir tout ça pour qu'on ait vraiment un outil vraiment plus fiable et ce qui va nous amener à prendre vraiment les meilleures décisions. Bon, bien évidemment, nous prendrons les décisions à notre niveau jusqu'à un certain niveau de responsabilité, mais on peut porter aussi vraiment le dossier au niveau du gouvernement pour que vraiment, parce que l'éducation, ce n'est pas seulement qu'une affaire du ministère. Du ministère, effectivement. C'est une affaire de tout le monde. De tout le monde, voilà, Monsieur Kaba, donc merci beaucoup. Monsieur Kaba, merci beaucoup pour ce brillant exposé. Vraiment, nous avons apprécié, nous avons beaucoup appris avec vous. D'ailleurs, nous abordions un thème ici en début d'émission. C'était la mise à pied de 14 enseignants au lycée Kankou Moussa de Sigiri par l'IRE et le DPE qui était en inspection conjointe. Alors, ma question est de savoir, est-ce que ce sont des initiatives isolées ou est-ce que c'est un programme national d'inspection sur le terrain qui est en train de se mettre en place pour gouverner, dit-on autrement? Voilà, c'est un programme global qui est en train de se mettre en place. Il faut bien commencer quelque part. Et aujourd'hui, là, on est en train de reprendre la main petit à petit sur vraiment, si vous voulez, le personnel et toutes les ressources qu'on gère. C'est d'abord par ça qu'il fallait commencer. C'est de commencer d'abord à mettre la main sur ce qu'on gère et puis ensuite vraiment voir quelles sont les meilleures méthodes de gestion qu'il faut appliquer. D'accord. Alors donc, la mise à pied, c'est un investissement et j'espère que vraiment les gens sauront prendre les meilleures dispositions pour éviter vraiment qu'à l'avenir de tels comportements se reproduisent. D'accord, la toute dernière question pour vous laisser partir, M. Kaba, c'est concernant cette annonce qu'on nous avait faite en début d'année scolaire. Et le président, par sa caisse de souveraineté, avait octroyé 80 milliards aux écoles guinéennes, 85 milliards aux écoles guinéennes pour fabriquer des tables bancs. Mais il se trouve que chaque jour, on a l'impression qu'il y a, nous on reçoit tellement de plaintes des écoles. Et des plaintes qu'il n'y a pas de table banc. Est-ce que vous connaissez cette situation? Où en sommes-nous à ce niveau? Bon, à ce niveau, je ne pourrais pas vous donner plus d'informations dans la mesure où c'est un programme présidentiel, c'est une initiative présidentielle. Alors donc, en fait, les 85 milliards ne sont pas mis dans la caisse du ministère de l'Éducation nationale. Les 85 milliards sont gérés ailleurs. Qui gère ces 85 milliards ailleurs. Voilà, les marchés sont passés ailleurs et donc nous attendons juste que vraiment la livraison se fasse. Mais entre la passation des marchés, le processus de passation des marchés est tellement complexe en Guinée, surtout quand
c'est des montants vraiment qui sont élevés comme ça. Il y a des règles à respecter. Le code des marchés publics prévoit qu'il y ait vraiment des modalités de passation des marchés et ensuite rechercher ceux qui vont avoir ces contrats-là, confectionner ces tables bancs, vérifier la qualité jusqu'à la livraison. Ça prend parfois du temps. C'est pourquoi, ça aurait peut-être été mieux vraiment de ne pas annoncer, de commencer à travailler et puis maintenant ou peut-être même confier carrément la responsabilité au MENA. On aurait pu confier cette responsabilité au MENA, non? Oui, on aurait pu le faire, mais bon, ce n'est pas aussi mauvais. L'essentiel, c'est d'avoir quel est le service qui gère ces 85 milliards? Ce n'est pas le MENA qui gère, c'est une initiative présidentielle. Donc, c'est la présidence de la République avec certainement les ministères de l'économie et des finances qui vont s'occuper de ce genre de choses. D'accord. Mohamed Sanoussi Kaba, il est le conseiller juridique du ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Merci M. Kaba d'avoir répondu à nos questions. Nous vous remercions, nous sommes heureux. Au revoir. Je vous remercie. Merci à vous et à tous vos millions d'auditeurs. Merci beaucoup. Merci. Juste après cette transition, on se retrouve Être et Savoir. L'émission continue. Sur Radio Espace Guinée, Être et Savoir s'ouvre au thème de l'enfance, de la jeunesse, de la parentalité et des relations entre les générations. Être et Savoir. Espace. Nous allons décrypter l'intervention du conseiller juridique. C'est quand même l'un des mieux placés pour nous parler de cette problématique d'enseignants. Mais est-ce que vous moi, ce que je suis en train de concevoir, c'est vraiment, il y a une très bonne communication. Oui. C'est-à-dire, il faut avoir réellement des personnes de ce genre qui peuvent mieux communiquer au sein du ministère. C'est-à-dire qu'on donne réellement des informations dignes de nom pour que les gens puissent comprendre réellement ce qui se passe. Parce que moi, durant tout le temps que nous avons eu à faire ici, moi, j'ai cru comprendre que les 85 milliards étaient à la disposition du ministère. Il n'a pas pu nous faire comprendre. Et jusqu'alors, je vous parle comme ça, la plupart des deux PE, même les IRE, même les directeurs d'école et les proviseurs d'école, pensent que c'est géré par le ministère. Donc s'il n'y a pas de très bonne communication, moi je vais vous dire ça, il y a des DPE à l'intérieur du pays, mais ils sont en boule. Ils ont raison. Ils croient qu'on est en train de bouffer les 85 milliards. Effectivement. Ils ne gagnent absolument rien. Donc moi, ce que je relaye de cette communication, franchement, il y a quelque chose de limpide. Il y a une méthode qui est là. Il y a une méthode d'explication, il y a une pédagogie. Il y a une pédagogie qui est là. Deuxièmement, il y a un aspect auquel je vais un peu discuter parce que c'est le cas de l'ISEG. C'est-à-dire si réellement le ministère de l'enseignement supérieur ne revoit pas la situation des orientations au niveau de l'ISEG, c'est que moi je ne vois pas la raison d'être que cette institution soit mise en place en Guinée. Parce que, non, attendez, il n'y a pas que l'ISEG. Attendez, si on ne revoit pas la situation des élèves guinéens, le mode de recrutement, on reviendra sur la situation des élèves guinéens. Moi, je pense que c'est le mode de recrutement des enseignants aujourd'hui en Guinée. J'insiste. J'insiste sur le mode de recrutement à l'ISEG. Certainement, un jour, on reviendra. Vous voyez que par exemple, que Gamal mérite d'avoir les étudiants médiocres qui viennent. Non, sauf Fonia ne mérite pas. Non, monsieur Mohamed Ali, on ne va pas déplacer. Non, on ne va pas déplacer l'échange. Aujourd'hui, nous sommes en train de réfléchir sur comment meubler nos établissements scolaires. Ils ne méritent pas des élèves, des bacheliers. Mais tous les établissements méritent des bacheliers. Il faut décanter avant. On reviendra sur la question. Moi, je parle. Je suis très je peux vous comprendre parce que vous êtes de l'ISEG. Non, je suis. Mais en même temps, pourquoi j'insiste là-dessus Oui. Parce que avant, comme le monsieur l'a dit, et monsieur Kaba l'a dit, avant les gens sortaient dans les institutions d'enseignement supérieur des autres institutions, après avoir eu, comme on appelle, la maîtrise, ils font le concours pour accéder à l'Institut supérieur de Mania. Nous sommes tous passés par ça. Mais ce que nous avons constaté avec l'orientation des étudiants à l'ISEG, il y a de cela les 10 dernières années, c'est vraiment du fiasco. Qu'est-ce que vous voulez? On prenne les meilleurs. C'est pas des meilleurs. C'est pas des meilleurs. Monsieur Mohamed Ali, c'est très simple. Comme au niveau de la faculté des sciences de santé, c'est très facile. D'accord. Eux,
vous êtes admis au baccalauréat. Ce n'est pas parce que la plateforme Google va vous orienter en médecine ou en pharmacie. Vous faites un concours pour accéder. Mais l'ISEC peut faire la même chose. Faire un concours. Voilà, faire un concours. Moi, je pense que d'ailleurs, le maître mot, d'ailleurs, je remercie M. Sanusi Kaba pour ça. Quand même une très belle très belle intervention. Et je pense que si tous les cadres du département intervenaient ainsi, je pense que les imbroglios et les confusions que nous connaissons au niveau de l'information du MENA cesseraient. Parce que souvent, on fait courir des rumeurs, des choses se disent, c'est parce que le MENA ne communique pas assez ou ne communique pas du tout. Le MENA ne communiquait pas. Voilà, donc moi ce que je retiens, lorsqu'il n'y a pas d'enseignants, à l'intérieur du pays, lorsqu'il n'y a pas d'enseignants, ça révolte les amis. Oui, monsieur Mohamed Ali, ce que je vais retenir de tout ce qui a été dit, c'est l'autonomisation du MENA. Il faut que le MENA soit autonomisé à différents niveaux. Il faut que le MENA soit autonome d'un point de vue financier. Il faut que le MENA soit autonome dans le recrutement des enseignants. Il faut que l'ISEC soit directement rattaché au MENA et que les étudiants qui devront y aller passent par un concours et qu'ils ne soient plus insérés dans Goupol ou le choix global. Et ça va être le dernier mot dans cette émission. Merci. Nous avons été très heureux de vous servir Être et Savoir. Vous le savez désormais, c'est tous les mercredis et jeudis quand il est 15h jusqu'à 16h sur Radio Espace. Mais dorénavant, vous retrouvez cette émission également sur Espace TV. C'était nous pour vous. On se retrouve demain dans un autre numéro. Merci bien. Merci et bonne journée. Merci.